Chers amis, bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle formule d'entretien sur notre chaîne Édition du Verbe Haut, sur laquelle je recevrai de nombreux auteurs. Donc les dimanches 11 heures, vous aurez chaque dimanche une émission. Et pour ce dimanche, j'ai la grande joie de pouvoir parler de ce livre, de ce chef-d'œuvre que nous réimprimons. C'est le troisième tirage du livre de Jacques Bainville, Les conséquences politiques de la paix. Nous n'avons pas Jacques Bainville, évidemment, avec nous, mais nous avons le préfacier de ce livre. J'ai le plaisir de recevoir mon ami Pierre Hilard. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvain, bonjour, et puis content que tu m'invites pour parler à nouveau de Jacques Bainville et de ce grand monsieur. Avec un grand plaisir, je peux déjà dire que je t'inviterai pour ton prochain livre. On en parlera un petit peu à la fin de la vidéo pour inviter les gens à se renseigner sur ton prochain ouvrage qui sort, je crois, en mars prochain. Mais tout d'abord, deux particularités sur notre réédition, c'est évidemment ta préface et également la présence d'annexes. Donc j'aurais voulu que tu nous expliques un peu pourquoi est-ce que tu as accepté cette proposition de préfacer ce livre et pourquoi as-tu tenu à ce qu'il y ait ces deux annexes présentes en fin d'ouvrage. Alors, d'abord, à l'origine, c'est la préface d'un ouvrage qui est paru en 1920. Et tu m'as obligé, donc je plaisante, à écrire une préface pour le centenaire. Et évidemment, j'ai accepté avec joie, parce que j'ai toujours dit que les conséquences politiques de la paix de Bainville, donc je rappelle, sorti en 1920, suite à la Première Guerre mondiale et suite au traité de Versailles, il fait un bilan de la situation et en fonction des éléments qu'il a, je vais dire, sous la main, il fait un bilan, un constat et il se projette dans l'avenir et il donne tous les éléments qui vont conduire à la Seconde Guerre mondiale. Et l'élément absolument extraordinaire, parce que moi aussi j'ai l'exemplaire avec moi, c'est le fameux article de Jacques Bainville, avant même la rédaction de son livre, du 14 novembre 1918, c'est-à-dire 3 jours après l'armistice. Et que dit Bainville? Il y a ce passage absolument prémonitoire, je le cite, devant quoi la France, au sortir de la grande joie de sa victoire, risque-t-elle de se réveiller? Devant une république allemande, une république sociale nationale, supérieurement organisée, qui de toute façon sera 2 fois plus peuplée que notre pays. Cette république, si l'Allemagne reste une république, ce qui n'est pas encore assuré, effectivement, au mois de janvier 1933, les choses changent, ne sera pas, comme dirait M. Roosevelt, du type Flask, elle sera productrice et expansionniste. Là, c'est vraiment le Troisième Reich. Elle aura une politique étrangère, une politique économique. Cette République des Allemands unis, qui aura achevé l'unité allemande, continuera leur empire. C'est contre elle, à un contre deux, que nous aurons à défendre notre industrie d'abord et bientôt les provinces que nous lui aurons reprises et auxquelles elle n'aura renoncé qu'en grinçant des dents. Ça, la pub de Bainville. Et c'est ça qui est absolument sidérant. 3 jours après l'armistice, où on se dit, ça y est, c'est la der des der, enfin, c'est ce que disaient ces malheureux soldats, français comme allemands, parce qu'il faut penser aussi à la souffrance du soldat allemand. Il faut toujours rappeler que la Première Guerre mondiale, c'est une bagarre entre une faction sioniste pro-allemande contre une faction sioniste pro-anglaise. Bon, donc dans cette histoire, ce sont les peuples européens, français, allemands, belges, italiens, russes, etc., qui ont été les victimes. Et Bainville, c'est le génie de Bainville, dès le 3 jours après l'armistice, de montrer, de prouver que on s'engage dans une nouvelle voie qui va être celle de la guerre. Et il ne fait que peaufiner avec son ouvrage, donc Les conséquences politiques de la paix, sorti en 1920, il ne fait que peaufiner une situation et donner point par point les éléments qui vont conduire à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on est absolument sidéré de voir telle préscience. Il est vrai que Bainville s'attachait aux faits et surtout, comment dire, aux racines. Il connaissait très bien l'histoire de l'Allemagne, de ses relations tumultueuses avec la France au cours des siècles. Et en fait, en fait, c'est ce que j'ai dit dans ma préface. J'espère que cet ouvrage de Bainville servira de modèle à toute personne s'engageant dans la diplomatie. C'est en fait le fond de l'histoire. Voilà, Et, et le deuxième, oui, j'ai un chat dans la gorge. Et je prends un peu d'eau. oui, donc je rappelle que la préface de Pierre Hilard, le temps qu'il se réhydrate,
est une préface très riche qui donc est presque à 40 pages. Donc j'aurais aimé aussi, oui, que tu puisses nous expliquer pourquoi écrire cette préface. On a bien compris ton admiration pour Jacques Bainville, mais quel est ton apport finalement à cet ouvrage majeur? Alors d'abord, rappeler pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale, pourquoi les Français et les Allemands se sont battus et quelle a été la politique de la République et auparavant la politique de la royauté française. Et c'est d'ailleurs ce qu'explique Jacques Bainville que dans d'autres ouvrages comme Histoire de deux peuples ou Histoire de France ou Histoire de trois générations aussi. J'ai lu quasiment, je crois, presque tous les livres de Bainville. Il dit en gros que la monarchie française a toujours essayé d'empêcher l'émergence d'une puissance germanique unifiée dans le cadre du Saint-Empire romain germanique. Je rappelle que le Saint-Empire romain germanique a vu le jour en 962 avec Othon Ier et disparaît en 1806 suite aux guerres napoléoniennes, et c'est l'empereur d'Autriche, François II, je crois, c'est un ou deux, j'ai un doute sur la numérotation, mais en tout cas c'est François, l'empereur François d'Autriche, qui dissout le Saint-Empire qui déjà avait été abattu suite aux actions militaires de Napoléon Ier. Et entre ces deux dates, la royauté française, et c'est vrai du temps de Philippe Auguste, mais ça continue avec l'Autriche d'Habsbourg, la royauté française a toujours combattu une puissance germanique, la Bavière ou la Saxe ou peu importe, ou l'Autriche d'Habsbourg, pour empêcher une unification. Et Bainville explique que cette politique de la royauté française, en particulier une lutte sur des générations contre l'Autriche d'Habsbourg, va prendre un autre chemin à partir de janvier 1715. Alors, je rappelle qu'il y avait eu une guerre entre le roi de France, François Ier, et Charles Quint, que ça a duré donc 16e, 17e siècle et début 18e siècle. Et en janvier 1715, et c'est Bainville qui raconte ça, Louis XIV, quelques mois avant sa mort, rédige un rapport à l'ambassadeur de France à Vienne, le comte du Luc, où il dit en gros, désormais, cette bagarre depuis des générations entre la France et l'Autriche d'Habsbourg doit prendre fin parce que nous avons deux ennemis qui émergent, soit la Prusse, soit le Hanovre. Je rappelle, le Hanovre était lié à l'Angleterre via des liens matrimoniaux. Et donc, Louis XIV indique un changement, un basculement complet. Et il meurt quelques mois plus tard. Et ce basculement diplomatique va se produire finalement qu'en 1756, où Louis XV procède à ce qu'on appelle le renversement des alliances avec une entente entre Versailles et Vienne. Et pourquoi? Parce que l'Autriche des Habsbourg n'est plus la menace véritable, la menace au sein du monde germanique, c'est la Prusse avec le roi de Prusse, Frédéric II, qui est lui-même allié à l'Angleterre. Et cette politique de renversement des alliances va même pousser, Louis XV, à faire marier quelques temps plus tard son petit-fils, le futur Louis XVI, avec Marie-Antoinette. Bon. Mais en dehors de quelques personnes à comprendre l'importance de ce basculement des alliances, renversement des alliances, les élites françaises voltairiennes, anti-catho, condamnent cette alliance parce qu'elles considèrent que la modernité, je mets des guillemets, c'est la Prusse protestante de Frédéric II. Et cette opposition farouche va perdurer. Et à nouveau, avec les guerres de Révolution, la France rompt son alliance avec l'Autriche et continue à faire les guerres. Et Napoléon Ier, bon, lui c'est facile, il envahit toute l'Europe et bon, se casse les dents en Russie. Et arrivé au 19e siècle, vous allez avoir la France, qui malheureusement, en particulier avec Napoléon III, qui reprend une politique anti-autrichienne, et avec en particulier les batailles de Magenta et de Solferino qui affaiblissent dans les années 1850 l'Autriche des Habsbourg. Mais entre-temps, la Prusse est montée en puissance. Il y a eu déjà en 1834 le fameux Zollverein, qui est cette union douanière qui accélère la montée en puissance de la Prusse au sein de la Confédération germanique. Alors oui, je précise, j'avais parlé du Saint-Empire romain germanique qui perdure jusqu'en 1806, et suite à sa dissolution, à partir de 1815, congrès de Vienne, vous avez
comment dire, une confédération germanique qui ne regroupe que 40 États royaumes-duchés, alors qu'avant, avec le Saint-Empire, on avait plus de 400. Donc les choses sont simplifiées. Et cette confédération germanique va durer de 1815 à 1866. Et durant cette période, c'est une montée en puissance de la Prusse, avec un aveuglement idéologique des autorités françaises et Napoléon III en particulier, qui continuent à combattre l'Autriche alors que c'est le pays qu'il fallait soutenir. Et il faut lire en particulier Pensées et souvenirs de Bismarck, enfin ses mémoires, où il explique que l'ambassadeur d'Autriche à Paris dans les années 1850, 1860 avait tous les pouvoirs pour essayer de nouer une alliance entre l'Autriche et la France. Mais Napoléon III, aveuglé par son principe des nationalités, aveuglé par son esprit voltairien, l'imprégnation des carbonari maçonniques, eh bien, refuse cette alliance. Bismarck, lui, avait parfaitement pigé le génie de Bismarck, dont on l'a payé cher. Et donc, 1866, eh bien là, le 3 juillet 1866, c'est l'élément décisif, la bataille de Sadova, qui est l'actuel en territoire tchèque, où la Prusse bat l'Autriche. Et l'Autriche d'Habsbourg est évincée du monde germanique, enfin de la Confédération germanique, et l'Allemagne, enfin la Prusse de Bismarck, établit donc une Allemagne du Nord. Et la guerre de 1870 contre Napoléon III a pour but de parachever cette unité allemande pour rattacher les États du Sud, c'est-à-dire Bade, Württemberg et Bavière, à une grande Prusse élargie, ou petite Allemagne qui voit le jour le 18 janvier 1871 à Versailles dans la Galerie des Glaces. Et comme je l'ai écrit dans la préface du Bainville, euh, en janvier 1715, Louis XIV mettait en garde contre soit le Hanovre, soit la Prusse, et là, dans ce cas-là, c'était la Prusse, et donc c'était janvier 1715, janvier 1871, à quelques jours près, je ne connais pas la date exacte du rapport rédigé par Louis XIV, 156 ans après, la boucle est bouclée, la Prusse comment dire, célèbre son unité dans une Prusse élargie pour devenir donc la petite Allemagne, le Deuxième Reich, dans la Galerie des Glaces, à quelques dizaines de mètres de l'ancien bureau de travail de Louis XIV qui avait mis en garde 156 ans avant. Et c'est tout le génie de Bainville de poursuivre ensuite et de dire, eh bien, ce traité de Versailles continue à maintenir cette vision anti-autrichienne, puisque l'Autriche d'Habsbourg, qui était devenue Autriche-Hongrie à partir de 1867, est détruite, éclatée en petits États, alors que l'unité politique et territoriale allemande est maintenue pour l'essentiel. L'Allemagne perd quelques territoires, mais son unité politique et territoriale est maintenue. Et donc, on a une puissance germanique au nord de l'Europe et une Europe centrale pulvérisée, balkanisée. Et donc, tout ça, Berlin. Et c'est exactement ce qui s'est passé durant les années 30. Et en 1940, on a payé cher avec un défilé de la Wehrmacht sur les Champs-Élysées. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage qui permet de comprendre le temps long historique. Et donc ta préface se base beaucoup sur les mémoires de Bismarck. Donc j'invite vraiment les auditeurs à lire la préface et le livre. Est-ce que tu pourrais, parce que les gens peuvent se dire, bon, tout ça c'est l'histoire, je pense surtout aux jeunes qui vont nous écouter. Aujourd'hui on est dans un autre monde, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On n'arrive plus à payer notre chauffage. En quoi est-ce que ce livre va nous aider à comprendre le monde actuel? Et j'aimerais que tu puisses expliquer ça. En quoi la lecture de ce livre de Jacques Bainville peut permettre de comprendre par exemple la situation géopolitique actuelle, internationale, pas forcément la guerre en Ukraine d'ailleurs, mais aussi ce qui se passe en Israël, ce qui se passe un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est un ouvrage de base, de référence, qui peut nous aider à comprendre le monde actuel? Oui, parce qu'il y a une chose d'abord. Qu'on soit jeune ou moins jeune, peu importe, le drame, à chaque génération, c'est de croire qu'on est moderne et que les générations précédentes sont décalées, n'ont rien compris. On est aujourd'hui au temps de la technique d'Internet, des réseaux, etc., des voyages dans l'espace. Bref, on est des gens modernes et les gens du passé sont des gros ploucs qui n'ont rien pigé. Bon, eh bien évidemment, cette mentalité est à proscrire. En fait, la nature humaine reste la même au cours des générations. Ce qui change, en revanche, c'est évidemment l'évolution des techniques. Mais il y a une règle d'or en histoire. En histoire,
l'homme repasse toujours par les mêmes chemins. Simplement, la technique change. Autrefois, c'était à pied à cheval, maintenant c'est Internet, l'avion, et etc., etc. Bref, pour faire comprendre aux gens que pour comprendre la situation actuelle d'un pays et la situation du monde, il faut impérativement avoir une connaissance du passé. Et le génie de Bainville, c'est d'avoir expliqué sur le temps long les causes qui allaient conduire à la Seconde Guerre mondiale. Et dans ma préface, j'ai accentué en apportant des informations supplémentaires. Donc, l'ouvrage de Jacques Bainville est pour reprendre l'expression de Marcel Proust, c'est une cure d'altitude mentale. C'est-à-dire qu'on apprend à raisonner sur un événement majeur, la Première Guerre mondiale, qui aboutit à un traité désastreux, traité de Versailles. Pourquoi ces têtes pleines, ces diplomates français, anglais, américains et bien d'autres, pourquoi ces gens cultivés, qui avaient des connaissances, se sont magistralement plantés pour finalement rédiger un traité qui allait nous flanquer 20 ans plus tard en guerre avec l'Allemagne. Et donc, il faut impérativement comprendre, et c'est ce qu'explique Bainville, que les choses se règlent par nombre, poids et mesure. C'est un écrivain français du XVIIIe siècle, Fontenelle, que Bainville cite, et que il faut comprendre que quand il y a des rapports de force, il faut un équilibre. Je cite un exemple aujourd'hui. Les néoconservateurs américains veulent démembrer la Russie et la faire éclater en une multitude d'États en fonction de groupes ethniques. Mais si la chose, admettons que la Russie de Poutine soit battue, eh bien, une Russie démantelée, éclatée et balkanisée, c'est une Russie, entre autres, à l'est de la Sibérie, balkanisée, vide d'habitants, face à une Chine ultra peuplée, 1,4 milliard d'habitants, qui n'aura qu'une envie, de basculer vers cette Sibérie éclatée en plusieurs États, et donc n'offrant aucune résistance. Eh bien, à une échelle plus réduite, la guerre de 14-18, c'est avec le traité de Versailles, une Sibérie qui s'appelle les Balkans, détruit en plusieurs États, donc n'offrant plus de résistance face à une Chine, l'Allemagne de l'époque, 1919-1920, qui n'aura plus qu'à, se baisser pour ramasser les petits États épars d'Europe centrale, l'Autriche, les Sudètes, la Bohème-Moravie, faire tomber la Hongrie du côté de Berlin. Donc en fait, c'est l'échelle qui diffère, mais c'est toujours le même raisonnement. À partir du moment où on affaiblit une zone géographique, si vous avez à côté une superpuissance, la superpuissance profite de la partialisation politique et territoriale pour faire ses courses. Voilà. Et donc, c'est le génie de Bainville d'expliquer ça. Et je rajoute un autre élément, et c'est le génie de Bainville aussi, lui qui était agnostique, d'expliquer que le traité de Versailles a été fait par, je le cite, des lecteurs de la Bible, pour des lecteurs de la Bible, avec son côté technicien, c'est-à-dire technocrate, hein, c'est le terme de l'époque finalement. Et Bainville montre là, lui, l'agnostique, qui a un fond religieux. Et effectivement, il y a une marque judéo-protestante dans le traité de Versailles, avec le côté technocratique. Et en gros, Bainville montre qu'avec cet esprit-là, on aboutit à des catastrophes. Donc, sous-entendu, choisissons une autre méthode. Et c'est ce que j'explique dans ma préface, que finalement, l'esprit vétérotestamentaire et technocratique, refusant les exemples du passé, et puis surtout les dirigeants français comme Clémenceau, refusant de défendre les valeurs classiques françaises et imprégnées de voltairianisme, eh bien, l'idéologie a été une catastrophe puisque la France l'a payée en 1940. Ne jamais oublier que la défaite de 40, c'est ce que j'appelle la racaille politicienne de l'époque, la Troisième République, pareil en Quatrième et Cinquième République, tout ça, ça se reproduit très facilement. Et la racaille politicienne de la Troisième République, eh bien, elle a conduit le pays à la catastrophe, comme les dirigeants actuels en France vont conduire la France à la catastrophe, avec les événements qui se préparent, et que on ne peut comprendre les exemples du passé que si on a compris leur mentalité, leur tournée d'esprit et les rapports de force. Et donc, je demande à ceux qui écoutent et qui vont écouter cette émission de bien comprendre qu'en histoire, comme je l'ai dit, on repasse toujours par les mêmes chemins et qu'il faut impérativement connaître le passé et s'appuyer sur des personnes qui ont fait leurs preuves. Et Jacques Bainville en est
un exemple parfait, qu'il faut s'appuyer sur une méthode de raisonnement et ensuite, après s'en être imprégné, essayer de l'appliquer à notre époque. Voyez-vous, comment dire, si on veut être moderne, il faut d'abord être classique. Voilà. Donc, s'appuyer sur les exemples du passé et ensuite se projeter vers l'avenir. Oui, et puis on se rend compte que Jacques Bainville, c'est la figure de Cassandre, en réalité. C'est celui qui nous prévoit des choses, mais que personne n'écoute. Et finalement, en le lisant 100 ans plus tard, on se rend compte que oui, il n'a pas été écouté. J'avais même découvert qu'il avait prévu la Première Guerre mondiale dans un texte de mémoire de 1912, je crois, 1911-1912. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais été écouté. Donc on sait qu'en se plongeant dans cette manière de penser, on a les bases pour nous-mêmes penser le monde à venir et éviter de tomber dans le piège du Cassandre, c'est-à-dire d'écouter des gens qui vous annoncent des choses et soit ça vous inquiète, ça vous fait peur, ou vous trouvez ça un peu extravagant. Mais si ce sont des gens qui sont bien calibrés et qui n'ont pas l'idéologie qui mène à j'allais dire à la défaite, mais qui mène au mal, quoi, au malheur enfin, en réalité, eh bien vous pouvez aussi progresser. Et vous pouvez avoir cette vision de dire tiens, lui pense bien, on va l'écouter, et peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec tout ce qu'il dit dans ses conclusions, mais au moins on sait qu'il pense bien, donc on peut peut-être se diriger vers cette personne-là, au lieu d'écouter Bruno Le Maire, par exemple, qui nous avait prédit, il a fait de la prédiction, que l'économie russe allait s'effondrer. Ah oui, ça se voit. Bon. Oui, c'est vraiment, en fait, euh, une règle d'or dans la vie, il faut fréquenter uniquement les gens qui nous élèvent. Alors, pas d'un point de vue fric, mais d'un point de vue moral, d'un point de vue intelligence. Et quand on ne les rencontre pas dans la vie, ben, il faut essayer de les trouver dans les livres. Et quand on lit du Bainville, on s'élève. Et pourquoi il sera éternellement, enfin, ses propos, avec le seul bémol que je mets, c'est son côté naturaliste, où il y a, voilà, c'est le seul respectueux reproche, d'ailleurs c'est l'expression que j'utilise dans ma préface, c'est le respectueux reproche que j'adresse à Monsieur Bainville. Mais en dehors de ça, il y a encore, il avait pigé la marque vétérotestamentaire dans le traité de Versailles, hein, pour les lecteurs de la Bible et par des lecteurs de la Bible. Donc en fait, c'était sous-jacent, il avait quand même pigé. Mais vraiment, on doit s'appuyer sur des personnes qui ont fait leurs preuves. Euh, il y en a pas beaucoup hein, en domaine de la géopolitique et des relations internationales à avoir écrit un tel chef-d'œuvre qui restera un modèle. C'est un peu comme un exercice. Suite à une guerre qui fait tant de millions de morts, suite à cela, on fait un traité qui s'appelle le traité de Versailles. On fait ceci, cela. Selon vous, quelles sont les conséquences? Vous avez 2 heures pour rendre votre copie. Hein. Eh bien, Bainville a fait une super rédaction de 200 et quelques pages et tout est dit. Je- je- J'informe nos auditeurs que Jacques Bainville, en 1920, sans le nommer évidemment, annonce Adolf Hitler. Évidemment, il ne peut pas le nommer, ce serait totalement impossible, mais voilà, là on était plus dans quelque chose d'un peu inquiétant que dans de la prospective, mais il annonce de manière logique, parce qu'il a les bons cadres théoriques, et il annonce de manière logique la venue d'un homme qui s'appellera plus tard Adolf Hitler. Est-ce que Pierre, tu as la phrase en tête peut-être? La phrase de Jacques Bainville, c'est, je le cite, il ne manquera que l'occasion et l'homme qui mettront ce militarisme en mouvement. Ben, janvier 1933, un accent rauque et autrichien annonce le malheur et les Français ont été prévenus. Je crois que le tirage des conséquences politiques de la paix dans les années, enfin, dans les années 1920, je crois que c'était 70 000 exemplaires. Ah C'était oui, quand déjà même. énorme. 70 000 exemplaires, mais qu'il a recueilli, ce que j'avais lu sur mon tas des années, un succès d'estime. C'est-à-dire, bon, c'est intéressant, mais pourquoi pas, mais bon. Et en fait, on avait en 1900, avec les conséquences politiques de la 1920, avec les conséquences politiques de la paix, on avait tout dans un livre. Tout. Et, C'est, euh, je précise aux personnes qui écouteront cette vidéo, prenez un papier crayon, lisez le livre et au fur et à mesure que Bainville énonce les annexions d'Allemagne, l'Autriche, les Sudètes, etc., puis il termine avec Danzig, hein, d'ailleurs il dit que la guerre éclatera, les prochains malheurs de la Pologne et de l'Europe se trouvent à ce niveau-là, Danzig, Gdansk aujourd'hui. Eh bien, mettre la marche pour l'Autriche, mars 38, les Sudètes, octobre 1938, la Bohème-Moravie, mars 39, Danzig, septembre 39, c'est-à-dire que
on a le défilé, on croit que le livre a été écrit après 1945. Ben non, 1920. Oui, non, mais c'est absolument incroyable de lire ce livre. C'est une expérience majeure et il faut même le lire et le relire. Je pense même que ça doit t'arriver, Pierre, de le relire ou de te replonger. Exactement. Et comme il nous reste un peu de temps, j'aurais aimé que tu nous parles de ton prochain livre parce que je trouve que les deux sont complémentaires en réalité. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton prochain, pas vraiment ton prochain livre, mais tu vas éditer toi-même un livre pour lequel tu vas écrire une longue préface également. Et je pense que les deux sont à mettre en résonance. Et évidemment, je te réinviterai quand le livre sortira, mais on peut déjà faire une petite annonce sur ce livre à venir. Alors, en fait, je réédite un livre qui est tombé dans le domaine public d'un Français qui s'appelait le vicomte de Gontaut-Biron, que j'ai découvert grâce à ma ville en lisant son livre sur Bismarck. Le vicomte de Gontaut-Biron a été le premier ambassadeur de France à Berlin après la défaite française à Sedan en 1870. Ce vicomte, devenu ambassadeur, a été ambassadeur à Berlin de 1872 à 1877. Et il a écrit ses mémoires que j'ai lus. Et le livre étant, depuis belle lurette, tombé dans le domaine public, je me suis dit qu'il fallait impérativement le remettre à l'honneur et le publier. Et j'ai fait une longue préface qui fait plus de 30 pages pour expliquer le bien immense qu'a fait ce vicomte, le vicomte de Gontaut-Biron, parce qu'il a pu réduire le temps d'occupation des troupes prussiennes dans tout l'est de la France, mais aussi, surtout, il a su comprendre la mentalité de Bismarck. Et, et en fait, ma préface, cette longue préface, a pour objectif, comment dire, d'expliquer quelle est, comment dire, comment défendre réellement la civilisation française. Et le vicomte de Gontaut-Biron est le prototype par excellence d'un homme du monde accompli qui va, avec fermeté, habileté, nuance, défendre une politique française et en particulier combattre un Bismarck qui, lui, veut à tout prix établir une république conservatrice en France. Il va réussir. Et là, en ce domaine, Gontaut-Biron, en fait, va signaler la menace, mais il n'avait pas le pouvoir, il ne pouvait que alerter. Et en fait, Gontaut-Biron représente pour moi, alors je vais vous dire une chose, représente pour moi avec une phrase. Sur la couverture du livre, je précise que c'est en auto-édition, Book Edition, il y a le titre des Mémoires de Gontaut-Biron, il y a plusieurs personnages de l'époque, Gontaut-Biron, Adolphe Thiers, Bismarck et Bleichroeder, qui était le banquier de Bismarck. En dessous, il y a préface de Pierre Hillard, et en dessous, le vicomte de Gontaut-Biron ou la vraie dissidence. C'est-à-dire qu'en fait, le vicomte de Gontaut-Biron, par sa tonne d'esprit classique, c'est-à-dire moderne, combat véritablement au service de la France. Et j'explique pourquoi. Et j'explique et je montre le génie de Bismarck qui a parfaitement compris qui est cet homme, vicomte de Gontaut-Biron, et ils se comprennent d'ailleurs. Et Bismarck va à tout prix remettre les principes de 89 en place, mais d'une manière respectueuse des apparences, comme il dit, une république conservatrice, pas la république vulgaire, grossière, style 1793, pour infuser un poison anémiant la civilisation française. C'est ça que veut faire Bismarck. Et il a réussi. Et c'est ce que j'explique dans cette longue préface. Et le vicomte de Gontaut-Biron est en fait très moderne parce que la France qui est née avec la République, enfin plus exactement la République qui a pu se réinstaller en France après la guerre 70, c'est Bismarck. Toutes les lois qui détruisent la France, la Troisième République, c'est Bismarck. Quatrième et Cinquième République sont les enfants de la Troisième République nés de l'action de Bismarck. Et en fait, en 2024, la France anémiée, affaiblie, telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est la suite logique de ce qu'a fait Bismarck, qui voulait vraiment détruire le pays.
mais d'une manière subtile, en anémiant cette civilisation. Et le vicomte de Contobiron, lui, il avait parfaitement pigé. Et je tiens à dire que dans cette longue préface, j'ai mis la main sur les lettres de Bismarck et un fantastique mini-mémoire qu'il a rédigé en 1857, donc plusieurs années avant d'être au pouvoir, quand il était député à Francfort, la Diète de Francfort, où il y a tout le programme et la vision qu'a Bismarck de la France, de la Révolution, des Bourbons, de Napoléon et de la situation politique du moment, 1857, et qui va mettre en pratique quelques années plus tard. Je peux dire qu'il y a certaines révélations dont, enfin, je ne vous dis pas le nom, On ne dit pas tout, hein. quelques-unes qui vont, oui, parce qu'en particulier, j'ai mis la main sur des documents maçonniques, les originaux, rédigés par des grands maîtres du Grand Orient de France et la Grande Loge de France, et ça va être très agréable à lire. Voilà, et je tiens à dire une chose, évidemment, encore une fois, Pierre, je te réinviterai évidemment pour parler de ce livre en profondeur, mais vous avez déjà courant mars, mais vous avez déjà un aperçu dans la préface de Pierre des conséquences politiques de la paix, où on voit cette relation déjà entre le vicomte et Bismarck. Il y a déjà ça qui est un peu expliqué dans cette préface. Donc moi, je vous conseille vraiment de lire d'abord les conséquences politiques de la paix et de compléter ensuite par le livre que Pierre va éditer. J'ajoute un tout petit élément dans la longue préface que j'ai faite pour les Mémoires de Contobiron. Je rappelle tout au début la préface que j'ai faite pour le livre Les conséquences politiques de la paix, et après je développe à partir donc des Mémoires de Contobiron et des documents maçonniques qui m'ont permis d'apporter des informations très très intéressantes. Voilà, Pierre, il nous reste vraiment quelques secondes, donc je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté cette invitation. J'indique à nos auditeurs que ce livre est disponible absolument partout, puisque grâce à notre diffuseur, vous pouvez le trouver même à la FNAC, absolument dans toutes les librairies, ou directement sur le site des éditions du Verbe-Haut, et que les livres de Pierre Hilard et le prochain livre de Pierre Hilard seront bientôt disponibles dans le nouvel onglet qui sera présent sur le site des éditions du Verbe-Haut, qui sera finalement le retour d'une librairie, puisque je vais me remettre à la librairie d'une manière différente. Et donc vous pourrez trouver les livres de Pierre en bonne place d'ici sans doute la sortie de son livre, d'ici le mois de mars, le temps que les choses s'arrangent. On le relaiera bien entendu, il y aura les liens sous cette vidéo-là pour ceux qui la verront après le mois de mars. Donc vraiment, intéressez-vous à ce livre de Jacques Bainville, préfacé par Pierre Hilard, aux éditions du Verbe-Haut. Pierre, un dernier mot, tu as 30 secondes, et je te remercie vraiment pour cette petite émission. Tout simplement dire aux auditeurs, lisez Les conséquences politiques de la paix de Jacques Bainville, parce que ce n'est que par la connaissance du passé qu'on peut comprendre la situation actuelle et se projeter vers l'avenir. Et Jacques Bainville appartient à cette noble race de personnes à avoir su expliquer et donc former les esprits. Et c'est en lisant les livres d'un personnage comme Jacques Bainville qu'on peut véritablement s'élever et mieux comprendre la situation actuelle. Voilà, chers amis, moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. N'oubliez pas que pour cette émission vive et que cette chaîne vive, j'ai relancé également le Tipeee, donc vous pouvez nous aider à améliorer le matériel, améliorer notre audience et notre format. Je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche et je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir Pierre. Au revoir Sylvain.